Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue dans une émission de partage, bienvenue dans une émission de plaisir, bienvenue dans une émission de partage du plaisir cinématographique en ce qui nous concerne, même si bien évidemment vous êtes tout à fait libre de ce qui pourrait advenir ensuite. D'abord, je voudrais commencer cet épisode en vous présentant mes excuses quand même pour le retard qu'il a pris parce qu'il était censé sortir beaucoup plus tôt. Mais il se trouve que j'ai été très occupé par autre chose, quelque chose dont je ne peux pas encore vous parler, donc je suis obligé de rester un peu vague, mais c'est un gros truc. Voilà, c'est quelque chose d'assez inattendu. Voilà, je peux pas vraiment vous en dire plus, mais la seule chose que je peux vous conseiller de faire, c'est tenez-vous au courant sur mes réseaux sociaux parce que je vais pouvoir être libre d'en parler très bientôt. Ça n'a pas de sens, vous allez voir, vous allez peut-être lever un sourcil quand je vais l'annoncer, mais en tout cas voilà, il y avait des raisons à ce retard, il y avait des raisons à ce silence de ma part, et je me suis dit que rien de tel qu'un bon vieux thriller à l'américaine pour revenir un petit peu sur le terrain de cette activité que je préfère faire par-dessus tout, à savoir parler de cinéma en votre compagnie. Donc, Sicario, mesdames et messieurs, réalisé par Denis Villeneuve. Il se trouve que le cas de Denis Villeneuve, c'était quelque chose que j'avais envie d'aborder depuis pas mal de temps, parce que c'est un réalisateur qui aujourd'hui fait totalement partie de l'imaginaire collectif des spectateurs. Tout le monde voit à peu près qui c'est, ou en tout cas a déjà vu un de ses films, et c'est un réalisateur qui est beaucoup acclamé, encensé par beaucoup de spectateurs, encore une fois, pour son style, pour la qualité de ce qu'on pourrait appeler ses blockbusters intelligents. Hein. Pour moi, c'est un peu un metteur en scène qui officie dans le même périmètre que quelqu'un comme Christopher Nolan, c'est-à-dire, voilà, quand Villeneuve fait un film, quand Nolan fait un film, on sait qu'on va aller voir un gros film de studio. Voilà, a priori, on va pas aller sur du drame indépendant expérimental, mais on sait que ce sera fait avec une certaine intelligence, avec une certaine réflexion. Et très souvent, le commentaire s'arrête là. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une espèce de dissymétrie entre le nombre de fois où Villeneuve est cité et les commentaires réels que suscite son travail. C'est-à-dire que si vous voulez, j'ai pas du tout l'impression que ce soit un réalisateur qui soit particulièrement analysé, particulièrement décortiqué, comme si son talent, l'efficacité de sa mise en scène était communément admise et qu'il n'y avait pas de raison particulière de la commenter ou d'essayer un petit peu de la disséquer. Et ben moi, je ne suis pas d'accord avec ça, vous vous en doutez, parce que moi, quand j'aime quelque chose, j'ai envie de comprendre pourquoi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit et que je vais continuer à dire parce que c'est vrai, je suis de nature curieuse, y compris et surtout envers les choses que j'aime, et je me suis dit que pour aborder le cas Villeneuve, autant partir de son film que je préfère en termes de mise en scène. Sicario, donc. Je précise en termes de mise en scène parce que Sicario n'est pas peut-être que si, mais en tout cas, n'est pas mon film nécessairement préféré absolument de la filmographie de Denis Villeneuve. Non, ce serait plutôt Premier Contact, par exemple. Mais en termes de pure mise en scène, en faisant totalement abstraction du scénario, j'ai toujours trouvé, et ce, dès mon premier visionnage à l'époque, qu'il y avait quelque chose qui se jouait dans ce film. Alors que c'est sans doute de ces films contemporains, récents, hein, ces films américains, puisque Villeneuve est un réalisateur canadien, de ces films américains, son film, j'allais dire presque le plus petit, quoi. Hein. C'est contrairement évidemment à Dune et à Blade Runner et à Prisoners, etc., qui sont des très gros films que tout le monde adore et que tout le monde adore mettre en avant. Sicario, c'est un petit peu, oui, le thriller un peu sympa que tout le monde a plus ou moins vu, plus ou moins apprécié, mais qui passe un peu au second plan, on va dire. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal quand même. Alors, moi, vous me connaissez, hein, quand il y a une fascination qui est au travail chez moi, comme ça, dans un travail de mise en scène, j'ai envie de me pencher en détail sur la question. Et en faisant mes petites recherches préliminaires pour l'écriture de cet épisode, j'ai appris que c'était le film préféré de Villeneuve lui-même, sur sa filmographie. C'est-à-dire vraiment, il est très fier de ce film, il adore le scénario, et il le dit, hein, le scénario qu'il a préféré tourner, son projet préféré sur lequel il a travaillé. Et ce qui est intéressant, c'est que je me dis, ah, comme quoi mon amour à moi de spectateur pour le film, quelque part, croise l'amour du réalisateur pour le projet qu'il a mis en boîte. Donc, eh bien, partons de cet entrechoquement d'amour et prenons un petit peu au sérieux ce film, souvent mis de côté quand on vante les mérites de cinéaste de Villeneuve, et intéressons-nous à pourquoi est-ce qu'il s'agit, selon moi évidemment, d'une immense réussite. Mais avant d'entrer plus spécifiquement dans le détail, je voudrais rajouter une chose.
La raison pour laquelle je voulais parler de Sicario, c'est parce que je voulais parler plus généralement de la notion de thriller. Alors le thriller ou film à suspense, c'est une catégorie de films un peu vague et générale, mais qu'on va utiliser parce que c'est plus pratique parfois de classer les choses pour pouvoir un petit peu les énumérer et les commenter. Un film à suspense, c'est un film dont l'objectif est fondamentalement de nous mettre en tension. Voilà, c'est-à-dire que c'est une histoire pleine de rebondissements, souvent un peu sombre, parfois très sombre évidemment quand on va chercher dans les films à suspense policiers comme Seven, Memories of Murder, J'ai rencontré le diable, pourquoi pas, enfin vraiment des films qui sont quand même un peu durs, on va dire. Et c'est vrai que cette dureté, cette âpreté du traitement, c'est quelque chose qu'on va chercher, je trouve, d'abord dans ce type de film. Et c'est intéressant parce que, en revoyant Sicario pour préparer cet épisode, je sortais d'une grosse période visionnage de films qui me faisait un peu oublier le monde autour de moi. Voilà, j'avais besoin, pour tout un tas de raisons, de m'évader un peu. Et en retournant à Sicario, en retournant au bon gros film à suspense bien âpre, comme ça, qui te tatane un peu, je me suis rendu compte de la dissymétrie qu'il pouvait y avoir entre ce type de proposition-là et les films plus fantastiques, en fait. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que ce qu'il y a de particulièrement jouissif dans les films à suspense, c'est que ce sont souvent des films à hauteur d'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a souvent pas d'échappatoire. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que, vous savez, on parle souvent du cinéma comme de la machine à rêve. C'est-à-dire qu'on va au cinéma pour s'évader. C'est quelque chose qui revient beaucoup, d'ailleurs souvent chez les gens qui ne sont pas particulièrement cinéphiles, qui ne veulent pas voir justement des films trop sombres ou trop difficiles, parce que justement ils veulent aller au cinéma pour s'évader. Et la proposition du thriller, du film à suspense, c'est exactement l'inverse en fait, c'est de nous ramener à quelque chose de dur, de violent, d'âpre vraiment, et de nous laisser avec ça, c'est-à-dire justement de nous sortir de nos illusions. Et ça, c'est quelque chose qui est revendiqué par Sicario, dans son scénario même. On parlera de la mise en scène, bien évidemment, qui est ce qui m'intéresse le plus dans le film, mais rien que dans son scénario, il y a une volonté affichée, très claire, de nous informer sur la situation de la guerre de la drogue entre les États-Unis et les cartels mexicains. D'ailleurs, c'est très intéressant que le personnage relais du film, qui est donc celui interprété par Emily Blunt, qui est une membre de la force d'intervention du FBI, donc ce serait quelque chose comme le RAID, par exemple, en France, ou la BRI, euh, est un personnage qui est recruté, donc, pour être agent de liaison auprès de paramilitaires de la CIA, enfin voilà, c'est pas très clair, et cette absence de clarté, elle est au cœur du film. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué au revisionnage, c'est qu'en fait, on ne sait rien dans ce film. Nous sommes avec un personnage qui est complètement... qui n'a aucune information en sa possession pour comprendre ce qui lui arrive, et comme c'est elle le personnage relais, nous non plus, nous n'avons aucune information, et le film ne fait aucune pédagogie. C'est là où on va pouvoir dresser la première différence entre Villeneuve et Nolan, là où Nolan est un grand explicateur, on pense notamment à un film comme Inception, où lorsque le personnage de la jeune architecte française, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé dans le film, arrive, eh bien on va prendre un moment pour lui expliquer tous les enjeux, et à elle et donc au spectateur, tous les enjeux de ce qui se passe en fait, de pourquoi est-ce que l'intrigue est importante, de quels sont les enjeux, etc. Dans Sicario, il n'y a rien de tout ça. Dans Sicario, nous avons un personnage qui comprend que la guerre qu'elle croit mener contre la drogue n'est absolument pas la guerre qui est réellement menée, comme si elle ne se battait pas, alors qu'évidemment, elle est sur le terrain, elle remplit tout un tas de missions, elle met sa vie en danger. D'ailleurs, le film s'ouvre sur le personnage qui manque vraiment de se prendre un coup de feu, mais à quelques centimètres d'elle, donc elle est en danger permanent, et là on lui dit, en fait tu ne comprends rien à la guerre que tu es en train de mener, et on ne va pas t'expliquer, on va simplement te dire que tu ne sais pas ce qui se passe, que tu ne comprends pas ce qui se passe. Et travailler sur ce mystère-là, c'est la meilleure manière déjà de capter notre attention surtout, mais d'introduire ce qui est pour moi la thématique centrale de Sicario, tant en termes de scénario qu'en termes de mise en scène, à savoir la notion de gravité. Alors, j'emploie la notion de gravité dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois d'un point de vue littéraire, donc la gravité au sens de c'est grave, c'est difficile, c'est lourd, mais également la gravité au sens physique, c'est-à-dire la gravité, la force d'attraction qui nous attire vers le bas.
Et c'est là qu'on revient à ce que je vous disais sur la question du film à suspense et du thriller, et de ce qu'il pouvait y avoir de grisant, à justement se faire ramener, à condition évidemment que le film soit un minimum réaliste, bien fait et impliquant pour le spectateur, sinon on peut juste aimer une intrigue parce qu'elle a plein de rebondissements, mais ce n'est pas notre cas ici, puisque nous sommes des gens de goût, évidemment. C'est ça qu'on vient chercher, justement. Ce rappel à la Terre, comme si on vivait d'illusions, à la manière du personnage d'Emily Blunt, qui croit combattre la drogue, mais qui en fait ne fait que passer le balai, et que les vraies batailles ont eu lieu en amont et en aval de son travail à elle. Et ce qui est passionnant dans la mise en scène du film, c'est que Denis Villeneuve, en prenant comme base un scénario qui, oui, est efficace, mais qui finalement est assez basique, hein, je veux dire, si on le résume dans les grandes lignes, bah en gros, les Américains sont en train de mener une guerre plus ou moins illégale, en menant des opérations plus ou moins illégales sur le sol mexicain pour essayer de résoudre le problème, et il y a des bavures, et on tue des gens alors qu'on devrait pas, etc., etc. Oui, enfin, je veux dire, a priori, et les tragiques événements récents nous le rappellent encore et toujours, une guerre propre, ça n'existe pas. Et le fait d'avoir un personnage, donc celui d'Emily Blunt, qui est sorti de sa naïveté pour être ramené à la dure réalité qui est que, bah oui, tu prétends te battre au nom de la loi, mais en fait, ce n'est pas de loi dont il s'agit, c'est de guerre, et dans une guerre, il y a des morts, et il y a des souffrances, et il y a des injustices. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans le film. Ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que cette prise de conscience, au-delà d'être purement intellectuelle, Denis Villeneuve va œuvrer à nous la faire ressentir dans le corps. Et ça, c'est quelque chose auquel je m'attendais, encore une fois, pas vraiment en travaillant vraiment l'analyse du film, c'est à quel point Sicario est un film sensoriel, en fait. Ce que j'appelle sensoriel, il faut bien comprendre, parce que c'est un mot qu'on peut employer de tout un tas de façons, et souvent de manière d'ailleurs un peu absurde, si vous voulez mon avis. Sensoriel, ça veut dire qu'il fait appel au sens. Ça veut dire que c'est une œuvre d'art qui nous procure des sensations physiques. C'est ça, sensoriel. Une œuvre sensorielle. Alors ça peut être parce qu'elle y arrive ou parce qu'elle essaye de le faire, mais c'est ça qu'on entend par œuvre sensorielle. Et qu'est-ce qu'essaye de provoquer comme sensation le Denis Villeneuve? Eh bien, c'est cette pesanteur de la gravité. La gravité des événements, la gravité du contexte. Et ça, il va s'y employer de plusieurs manières. D'abord, justement, en nous faisant comprendre, à travers le personnage de Emily Blunt, qu'on ne comprend rien. Et que donc, comme on ne comprend rien, eh bien, nous sommes comme des enfants, finalement, dans cette situation. Donc, nous nous sentons dépossédés de notre capacité d'agir et de réfléchir. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la dilution de la responsabilité des personnages dans l'institution. Chose très frappante dans le film, les personnages, en tout cas les personnages principaux, sont très souvent utilisés comme des appâts ou des objets par les autres personnages. C'est-à-dire qu'on nous fait très clairement comprendre que vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes rien, vous ne comprenez rien, et nous allons nous servir de vous pour mener une bataille sur laquelle nous n'allons vous donner aucune information. Ça, c'est particulier quand même, à ressentir comme spectateur, d'être finalement, indirectement, méprisé par les personnages du film que l'on est en train de regarder. Parce que nous, évidemment, nous sommes associés au personnage d'Emily Blunt. Mais au-delà du point de vue scénaristique, cette petitesse du personnage principal, et donc de nous, spectateurs, puisque le travail du regard dans le film est très clairement fait pour nous faire épouser totalement le point de vue d'Emily Blunt, sauf à la fin, ce qui est voilà, une séquence presque à part, en fait, dans le film, avec beaucoup de raccords regard, par exemple, c'est-à-dire que énormément de plans, nous sommes en train d'observer quelque chose, puis raccord, on se rend compte qu'en fait c'est Emily Blunt qui est en train de regarder ça. Donc nous sommes Emily Blunt, la caméra est son propre regard à elle, et ce qui est assez magique dans ce film, c'est pas que c'est révolutionnaire ou brillant d'originalité, pas du tout, c'est simplement que c'est absolument parfait à analyser, c'est-à-dire que c'est extrêmement simple, ce que fait Denis Villeneuve, mais ça fonctionne du feu de Dieu. Et parfois, travailler la puissance d'un plan, la puissance d'une mise en scène, ce n'est pas du tout chercher la complexité et l'originalité, c'est simplement prendre la bonne décision au bon moment. Donc d'abord, dans un premier temps, je vous l'ai dit, il crée une symétrie entre notre regard et celui d'Emily Blunt. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il a fait ça? Donc là, il a défini notre regard. Il a dit, ok, maintenant, votre regard, c'est celui-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il manipule notre regard en nous forçant à regarder des choses
et pas d'autre. C'est ce qu'on appelle la direction du regard, c'est quelque chose d'extrêmement classique en mise en scène, on pourrait même dire que le principe même de penser une mise en scène, c'est de diriger le regard du spectateur. Mais ce qui est intéressant, c'est que il emprisonne notre regard. Et là déjà, ça devient plus singulier. Qu'est-ce que je veux dire par emprisonner le regard ? Ce qui est très frappant dans Sicario, encore une fois, c'est l'absence totale d'espace dans les plans, en fait. Le cadre est systématiquement bouché. Ce qu'on appelle un cadre bouché, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez sur les coins de l'image, il y a soit des objets, soit des personnes, etc. Votre regard ne peut pas librement se balader dans l'espace, vous êtes systématiquement enfermé. Mais vous n'êtes pas simplement enfermé dans Sicario. Votre regard, et ça m'a vraiment frappé en regardant à nouveau le film, votre regard est vers le bas. C'est-à-dire que vous regardez vos pompes. Or, quand un spectateur regarde ses pompes, dans la vraie vie, vous et moi, quand on regarde nos pompes, c'est qu'on baisse les yeux. Il n'y a pas de ciel dans Sicario. Il n'y a pas de mouvement ascendant. C'est-à-dire que la caméra, quand elle fait des panneaux, vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas, ne monte jamais. Le mouvement ascensionnel, qui donc, quand un spectateur, par exemple, prenez-vous comme exemple, c'est-à-dire quand vous bombez le torse, par exemple, quand vous dites non, je vais faire preuve de fierté, vous bombez le torse, vous relevez les yeux. Ça, c'est un mouvement ascendant. Et donc vous regardez vers le ciel, parce que le ciel, c'est l'émancipation, etc., c'est la liberté, blablabla, tout ça. Ce type de mouvement n'existe pas dans Sicario. Alors quand je dis n'existe pas, bien sûr, il y a un ou deux moments où, bien sûr que si, puisqu'on ne peut pas systématiquement employer tout le temps la même technique de mise en scène, sinon ça se voit un peu trop, et aucun film ne fait ça, en réalité. Mais dans la quasi-totalité des plans, la caméra est dirigée vers le bas. Et je sais que vous ne me croyez pas quand je vous dis ça, mais je vous assure que si vous observez les plans, il n'y a pas de ciel. Les plans sont toujours, y compris quand on est à l'extérieur et qu'en effet on voit du ciel, les personnages sont toujours présents ce qu'on appelle en 3/4 haut. Un personnage en 3/4 haut dans un plan, donc c'est facile, vous imaginez un plan, ça veut dire que le personnage occupe les 3/4 de l'image. Et donc si un personnage occupe les 3/4 de l'image, vous n'avez pas beaucoup de place pour voir le haut. Donc le haut n'existe pas, le ciel est bouché par le personnage. Et ce travail-là, systématique, de l'absence de respiration dans l'image, de l'absence de ciel, auquel on peut ajouter que quasi systématiquement, la caméra est soit totalement en plongée, soit en légère plongée, nous invite à penser que toute la mise en scène du film tourne autour de cette fameuse notion de gravité que j'évoquais un peu avant. Et c'est d'autant plus manifeste, je vous disais qu'il y avait quasiment jamais de ciel, il y a évidemment un plan dans Sicario, qui est le plus connu du film, où il y a du ciel. C'est quand les militaires se préparent à entrer dans le tunnel de nuit. Ceux qui ont vu le film voient très très bien de quoi il s'agit. Mais ce qui est intéressant dans ce plan, c'est que certes, évidemment, on a du ciel, mais que les personnages disparaissent dans la terre, encore une fois. Et ce travail-là de symbole, du fait de systématiquement aller vers le bas, d'aller dans les abîmes puisque tout tourne autour d'un tunnel, de travailler systématiquement avec des plans qui filment vers le bas, c'est une manière brillante, géniale, de nous faire ressentir cette notion de gravité, mais surtout de nous faire éprouver ce retour à la terre nécessaire que j'évoquais en parlant en général du film à suspense et du thriller. S'il y avait un meilleur moyen de nous faire expérimenter un retour à la réalité brutale sur ce qu'est la guerre du trafic de drogue, je ne sais pas ce que ça aurait pu être. Et ce qui est absolument admirable dans ce film, c'est que tout ce que je viens de vous décrire là, c'est pas très compliqué, en fait. C'est pas compliqué de baisser la caméra légèrement vers le bas, de pas montrer le ciel et de boucher les plans, et de faire en sorte que tout tourne autour, d'aller vers le bas, etc. C'est basique. Mais là où c'est génial, c'est que bien sûr que c'est simple.
C'est même minimaliste d'ailleurs, puisqu'on pourrait dire que Villeneuve a un style minimaliste, que l'on retrouve jusque dans son travail de direction artistique, en particulier sur ses blockbusters récents. Mais ce minimalisme-là, j'ai presque envie de dire qu'il est invisible en fait. Parce qu'en réalité, quand on pense à Sicario, on se dit pas c'est un film sans ciel. C'est pas ça qu'on se dit quand on pense Sicario. On pense film de gros flingues sur la guerre du Mexique. Alors que pourtant, quand on regarde les plans du film, il est beaucoup plus question de cette notion de gravité que de guerre de la drogue en réalité. Mais on ne le remarque pas. Et moi-même d'ailleurs, je le remarque pas quand je regarde le film. Sauf évidemment quand je fais exprès de passer du temps à l'analyser. Et la raison pour laquelle je ne le remarque pas, c'est que ça n'est pas voyant, c'est que ça n'est pas matu vu. C'est que l'objectif de Denis Villeneuve, ce n'est pas que l'on regarde sa mise en scène à lui. L'objectif de Denis Villeneuve, c'est que l'on sente que quelque chose nous pèse. Et cet effet si primaire, si essentiel au cinéma qu'est la notion de sensorialité, cette sensorialité ne peut pas avoir lieu si on perçoit trop les procédés de manipulation de mise en scène qui s'avancent devant nous. Et c'est là où, au-delà du fait que, oui, on peut dire qu'il y a un style minimaliste chez Villeneuve, c'est pas réellement ça qui est intéressant. Ce qui est passionnant chez lui, c'est que c'est en réalité un metteur en scène discret. C'est qu'en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que c'est un metteur en scène qui fait de très belles images, donc il est beaucoup commenté pour la qualité esthétique de ses plans, en réalité, c'est un metteur en scène très discret. Parce que quand on commente les belles images de Blade Runner 2049, etc., en fait, c'est pas son travail à lui qu'on commente, c'est le travail de photo de Roger Deakins. Le travail de metteur en scène, purement de metteur en scène, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on fait en sorte qu'un spectateur ressente des émotions lorsqu'il est face à un contenu cinématographique, ce travail-là n'est pas du tout ostensible chez Denis Villeneuve. Et là où c'est génial, c'est que justement une technique de manipulation de mise en scène marche d'autant plus qu'on ne la remarque pas. Et là où il est malin comme un singe, c'est qu'en termes de photos, il fait appel à quelqu'un qui est extrêmement démonstratif, presque baroque dans sa lumière, comme l'est Roger Deakins. Attention, j'aime énormément Roger Deakins, baroque n'est pas du tout une insulte, mais c'est très voyant, sa photographie, c'est-à-dire qu'on voit que la lumière est construite quand on regarde un film de Roger Deakins. Quand on regarde un film, par exemple, Oppenheimer, dont le directeur de la photographie est Hoyt van Hoytma, je garde le parallèle entre Villeneuve et Nolan, c'est pour ça, ce travail d'éclairage, d'esthétisation des plans, il est moins voyant, quand même. Mais là où Villeneuve veut justement que sa lumière soit voyante, c'est que ça lui permet de dissimuler ces petites astuces de mise en scène. Villeneuve sait que pour faire ressentir, il faut être invisible. Un petit peu finalement comme un tueur à gages, Sicario, doit rester invisible pour réussir sa mission. Et je crois pouvoir dire, en conclusion de cet épisode, que Villeneuve a carrément réussi sa mission. Alors je ne sais pas si avec cet épisode, j'aurais réussi à vous convaincre de vous replonger plus assidûment dans Sicario et de vous rendre compte qu'en fait c'est un film majeur de son auteur, si ce n'est son film le plus important. Mais j'espère au moins que, lorsque vous regarderez à nouveau des films de Villeneuve, vous remarquerez à quel point c'est beaucoup plus subtil que ça n'en a l'air. Et qu'il n'y a que les ignorants, qu'il n'y a que les naïfs qui se laissent tromper par de gros plans et de grosses lumières. Qu'en réalité, et c'est la thématique centrale de ce film encore une fois, en réalité tout se joue dans l'ombre. Et qu'un metteur en scène, pour en être un grand, doit rester dans l'ombre. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a intéressé. Comme je vous le disais au début du podcast, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à rester attentif à ce qui va se passer bientôt. Et je vous souhaite de continuer à regarder des films, je vous souhaite de profiter de votre journée ou de votre soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.